Déjà, son chef, Tshilombo, a promis combien de choses aux Congolais qu'il n'a pas réalisé. Lui, il parle de corruption alors que c'est eux qui ont corrompu le député à l'Assemblée nationale pour créer l'Union sacrée. Vous avez vu le reportage d'Alé Foka où les Chinois ont une partie de la Chine sur le territoire congolais. C'est-à-dire que même les autorités provinciales ne peuvent pas accéder à cette concession. Personne. Mais ils sont protégés par les forces armées de la République. Vous n'allez quand même pas me dire à moi, madame, que les Chinois sont là-bas et Tshilombo ne sait rien. Mais je pense que là, il s'agit d'une complicité parce que je ne peux pas comprendre que les Chinois exploitent nos minéraux et ils le versent dans le marché noir. Ils font du trafic de minerais dans le marché noir et que le pouvoir de Kinshasa ne soit pas au courant. Non, mais M. Tshilombo est incapable de gérer le pays, il est incapable de pouvoir proposer des politiques publiques à mesure de relever le niveau de vie des Congolais. Il est incapable de pouvoir sécuriser les territoires nationaux. Il est en complicité avec les gens qui veulent voir ces pays être balkanisés. Il est en train de vendre le pays en signant des accords obscurs avec le Rwanda, et l'Ouganda et le Burundi qui sont responsables de massacres de millions de Congolais. Suivez Amadja TV. Amadja TV est une chaîne d'actualité générale. Vous aurez sur Amadja TV politique, économie, société, philanthropie, culture. Soyez branchés, c'est une chaîne de haut niveau pour vous informer de la manière très respectueuse et en suivant les normes journalistiques. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Amadja TV. Bonjour chers téléspectateurs de Amadja TV, vous qui suivez Amadja TV, vous qui êtes abonnés aussi à Amadja, même ceux qui ne sont pas abonnés, je vous dis bonjour. Aujourd'hui sur ces plateaux, j'ai pour vous l'un des communicateurs de Lamouka qui est Papa Adrien. Bonjour papa. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs d'Amadja TV. Comment vous allez? Dieu fait grâce, ça va. On va parler un peu d'élections qui se préparent en 2023. Le vendredi, on était à Sepas, là où s'est tenu le présidium de Lamouka. On a vu une proposition de loi électorale qui a été posée, qui a été donnée au peuple congolais. Donc dites-nous, c'est quoi les buts de cette proposition-là de loi électorale? Parce qu'on entend tous dire que la Mouka ne veut pas de glissement, la Mouka ne veut pas de fraude. Est-ce qu'il y en a-t-il? Merci pour la question, mais je crois qu'il faut une petite correction. À Sepas, il était donc question pour la Mouka, le présidium de la Mouka, de faire part aux autres parties prenantes au processus électoral de sa proposition du calendrier électoral. La proposition en rapport avec la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI a été faite il y a déjà 2 mois, je crois, si j'ai bonne mémoire. Mais samedi au CEPAS, la Mouka, le présidium de la Mouka a simplement voulu démontrer à la face de la communauté aussi bien nationale qu'internationale que lorsque nous avons la volonté et lorsque nous sommes suffisamment sérieux, nous pouvons organiser les élections dans le délai constitutionnel. C'était en fait cette démonstration, le but de cette démonstration, c'était donc justement confirmer le fait qu'il y a suffisamment de temps. Mais ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est un consensus entre les parties prenantes pour dégager les options fondamentales qui devront faire l'objet de réformes, notamment au niveau de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, pour que nous puissions avoir une CENI suffisamment indépendante et impartiale qui pourrait être à mesure de nous organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, donc des élections qui vont respecter l'unité des urnes, c'est-à-dire la volonté du peuple exprimée dans les urnes, excusez-moi la tautologie. Donc c'était donc ça l'objectif. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons aujourd'hui des signaux qui montrent que M. Tshisekedi voudrait retarder l'organisation des élections en 2023. Vous avez vu il y a quelques mois le ballon d'essai qu'il a lancé avec la tentative de subordonner l'organisation des élections par le recensement général de la population. Il y a eu des tollés partout. Il a compris que ça ne se passera pas comme ça. Et maintenant, il
comme il utilise pratiquement la stratégie de M. Kabila. Rappelez-vous, en 2015, Kabila a voulu justement faire la même chose, mais le peuple avait dit non. Mais qu'est-ce que Kabila avait fait? Il s'est arrangé à nommer M. Nanga à la CENI, mais tout en mettant le véritable président de la CENI, M. Bassengezi, pour publier le résultat fabriqué. Et il s'était déjà rassuré du fait qu'à la Cour constitutionnelle, il avait ses lieutenants qui devaient publier le résultat définitif. Donc Tshilombo, en essayant avec ses ballons d'essai, a compris que ça va pas être facile. Il se rabat au niveau de la CENI parce que déjà au niveau de la Cour constitutionnelle, il a déjà mis quelqu'un qui va publier le résultat définitif. Il voudrait maintenant imposer un autre monsieur au niveau de la CENI. Celui-là va par contre publier le résultat provisoire. Et donc les tours est joué et nous comprenons, nous disons ça ne se passera pas comme ça parce que Kabila a fait la même chose. Je rappelle que Nanga avait justifié le report des élections par des contraintes soi-disant techniques, mais Lamuka a démontré que là maintenant, lorsqu'on se met maintenant, on peut organiser les élections dans le délai constitutionnel sans pour autant évoquer éventuellement les contraintes d'ordre technique. Donc c'était en fait le but de cette démonstration. C'était aussi pour interpeller le Congolais du fait que le 15 nous serons dans la rue parce que effectivement le pouvoir illégitime de M. Tshilombo veut glisser et que le peuple sera dans la rue pour dire pas de glissement, pas de fraude électorale et nous ne voulons pas d'une CENI fortement politisée. Je vous ai bien suivi, vous dites que vous parlez les glissements, alors que le secrétaire général de l'UDPS a bien dit lors de ces matinées politiques que les vraies élections s'organiseront en 2023. Il n'y aura plus de tricherie. Donc, lorsqu'il a dit ça, il a contredit votre parole directement. Mais les Congolais sérieux ne peuvent pas faire confiance aux propos de ces messieurs. Déjà, son chef, Tshilombo, a promis combien de choses aux Congolais qu'il n'a pas réalisées. Lui, il parle de corruption alors que c'est eux qui ont corrompu le député à l'Assemblée nationale pour créer l'Union sacrée. Est-ce qu'ils ont pu justifier le fait que Tshisekedi Tshilombo a acheté 500 jeeps pour députés? On n'a pas vu une rubrique budgétaire quant à ceux. Et ce sont ces messieurs qui veulent aujourd'hui que nous, le Congolais, nous puissions prendre leurs paroles comme les paroles de Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Non. Mais vous savez que leur maître à eux, M. Kabila, nous avait promis les élections en 2016. Qu'est-ce qui s'est passé après? On n'a pas eu les élections en 2016. Donc, déjà, les petites promesses faites aux Congolais, ils sont incapables de les tenir. Ce n'est pas aujourd'hui que les Congolais vont le prendre au sérieux. Donc, il ne faut même pas suivre ces messieurs. Tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est retarder les élections. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le fait qu'ils veulent à tout prix imposer un monsieur à la tête de la CENI? Qu'est-ce qui les empêche, eux? Eux, avec qui nous avions été dans la rue, mars, avril 2011, j'ai dit serveur, UDPS dans la rue, avec eux ensemble, Martin Fayoulou à côté et les autres, Jacques Chabani à l'époque, il était secrétaire général de l'UDPS, pour réclamer deux choses, l'audit du serveur central de la CENI et la dépolitisation de la CENI. Ils ont oublié ces combats. Donc, je crois que ces messieurs, le Congolais ne le prennent plus au sérieux. Les gens qui sont intelligents et qui comprennent les choses ne peuvent pas le prendre au sérieux parce qu'ils ne sont capables de tenir aucune promesse. Et ça, ce qu'il est en train de dire, c'est pour endormir le peuple. Mais heureusement que la Mouka est là. Nous sommes en train de veiller à ce que notre peuple soit toujours debout et en alerte. Et le 15, le peuple sera dans la rue pour leur dire nous voulons des élections en 2023 et des élections crédibles. Nous ne voulons pas d'une CENI fortement politisée. D'après les on dit toujours que les pays africains ou la RDC en particulier a toujours été, comme on dit, dirigée par les Occidentaux. On peut notamment dire que les Chinois, les Américains et autres viennent ici s'acquérir de nos minéraux, alors que le gouvernement congolais ne leur dit rien. Et souvent, les mineurs aussi sont battus là-bas dans des minéraux. Le gouvernement voit cela mais ne réagit pas. Dites-nous, ils ont-ils vendu nos minéraux ou nos minéraux sont toujours le nôtre? Je dirais non. Non, parce que Tshilombo est en train de continuer ce que Kabila a commencé. Le problème, madame,
de l'influence de puissance occidentale en Afrique ne date pas d'aujourd'hui. Mais la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est que est-ce que dans les pays africains, ils ont des dirigeants qui sont suffisamment, éclairés et qui comprennent les enjeux sur le plan international. L'Angola a de richesses, le diamant, mais les Angolais ont un budget, il y a quelques années, ils avaient plus de 40 milliards de dollars. Mais nous, le Congo, nous avons beaucoup plus de richesses que l'Angola. Mais le Nigeria profite de ses pétroles, de ses richesses. Ils sont en Afrique. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce pays et notre pays? C'est un leadership au sommet de l'État. Les Occidentaux s'arrangent pour avoir un leadership faible au sommet de l'État qui peuvent manipuler à tout moment. Vous avez vu que Fayoulou a gagné les élections. On a mis le profil de Fayoulou. On trouve qu'avec lui, ça sera plus compliqué. Avec Tshilombo, ça sera plus facile. Mais on a de force imposé M. Tshilombo. Mais regardez ce qu'il fait aujourd'hui. Le minerai, c'est lui qui le brade officiellement. Est-ce qu'on peut nous dire exactement quel est le terme exact du contrat qui a été signé entre lui, Tshilombo, et Kagame à l'est du pays? En plein état de siège. La zone est insécurisée, mais le monsieur se permet d'aller signer des contrats commerciaux. Vous comprenez ça, madame? Mais ça se passe dans ce pays. Vous avez vu le reportage d'Alé Fokar, où les Chinois ont une partie de la Chine sur le territoire congolais. C'est-à-dire que même les autorités provinciales ne peuvent pas accéder à cette concession. Personne. Mais ils sont protégés par les forces armées de la République. Vous n'allez quand même pas me dire à moi, madame, que les Chinois sont là-bas et Tshilombo ne sait rien. Je sais que lui ne sait jamais rien, mais je pense que là, il s'agit d'une complicité parce que je ne peux pas comprendre que les Chinois exploitent nos minéraux et ils le versent dans le marché noir. Ils font du trafic de minerais dans le marché noir et que le pouvoir de Kinshasa ne soit pas au courant. Moi, je ne croirais jamais à ça. Mais nous savons aujourd'hui que l'entourage de M. Tshilombo et même le membre de sa famille sont aujourd'hui dans le minerai. Ils sont au Lualaba et partout, en train de faire ces histoires. Le carré minier, aujourd'hui, comme Kabila l'avait fait, est entre les mains de sa famille et de ses proches. C'est ça la réalité. Donc on est en train de brader les richesses de ce pays, mais ils ne savent pas que ces richesses, on peut les épuiser. Les richesses ne poussent pas, non. Ça s'épuise. Ça s'épuise. Et donc c'est ça la réalité, la cause de cette situation que nous sommes en train de vivre, madame, c'est le faible leadership que nous avons au sommet de l'État, qui nous a été imposé par l'ennemi du Congo. Voilà pourquoi les Congolais, nous devons prendre notre responsabilité en main pour mettre en place des leaders de notre choix qui vont nous être redevables. Mais j'ai vu l'autre fois, le gouvernement congolais revoit les contrats signés avec ces entreprises-là. Mais c'est déjà un pas vers un changement, on revoit les contrats. Le contrat signé, vous savez, on a revu le contrat ici avec Kabila. Mais quand on a revu le contrat, après on a vu qu'il y avait des généraux qui avaient des carrés miniers, il y avait les membres de sa famille qui ont des carrés miniers. Maman, aussi longtemps que nous aurons des dirigeants faibles, ils vont revoir le contrat, mais dans la révision de ce contrat, ils vont toujours garantir l'intérêt de ces entreprises. Mais ils sont eux-mêmes dans cette affaire. C'est ça la réalité. Donc ça, ce sont des chansons pour endormir les gens. Vous avez entendu ici, Kabila nous disait, on revoit le code minier. On a revu le code minier, on a revu certains contrats, et tout ça. La situation aujourd'hui est pire que hier. Donc ce sont des gens qui n'ont aucune vision pour ce pays, qui ne savent pas comment faire en sorte que les richesses du pays profitent aux Congolais, parce qu'eux-mêmes, ils sont là pour s'enrichir. D'ailleurs, ils ont accédé au pouvoir de la manière dont tout le monde entier sait. Et donc, ce n'est pas avec ces gens que nous pouvons espérer la protection de nos minéraux, mais aussi le fait que notre peuple puisse jouir de toutes ces richesses. Ce n'est pas avec ces gens. Espérons que cette situation puisse changer. On n'a pas à espérer, madame. On a à agir. Et le 15 septembre, ce sera donc le mercredi prochain, les Congolais vont agir, nous serons dans la rue. On a beaucoup espéré, maintenant Dieu nous a donné cette terre à nous, ces richesses, les richesses existent, et nous on espère pour bénéficier de ces richesses, alors que les autres sont en train de le prendre. C'est inconcevable, il n'y a pas à espérer aujourd'hui, il faut agir, il faut être dans l'action. Merci. J'ai entendu le Premier ministre français qui a dit lors d'une interview, je peux vous la lire.
l'Union africaine devrait avoir pour président un président qui est à la tête d'un pays stable. L'actuel président de l'Union africaine est dans les airs chaque jour, délaissant son propre pays où la famine, le massacre et la corruption font ravage. On ne bâtit pas un continent avec des dirigeants irresponsables. Cela pousse à croire qu'il juge M. Fathi d'irresponsable. Bon, je ne sais même pas si c'est officiel, mais... C'est la Radio Okapi qui a publié. Tout à fait, la Radio Okapi qui a... Mais moi, je suis quand même politique, je ne sais pas si c'est officiel, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. Ces gens-là, ils savent comment est-ce que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, et ils savent eux-mêmes aussi, ils l'ont reçu d'ailleurs en France, ils le connaissent mieux, ils voient comment est-ce qu'il est incapable de pouvoir gérer le Congo. Et donc, moi, je pense que ces propos-là n'engagent que lui. Mais je ne sais pas si c'est officiel, mais il y a beaucoup de parts de vérité dans ce qui est dit. Et nous le disons tous les jours, d'ailleurs. Donc, vous les dites chaque jour. Non, mais M. Tshilombo est incapable de gérer le pays. Il est incapable de pouvoir proposer des politiques publiques à mesure de relever le niveau de vie des Congolais. Il est incapable de pouvoir sécuriser les territoires nationaux. Il est en complicité avec les gens qui veulent voir ces pays être balkanisés. Il est en train de vendre le pays en signant des accords obscurs avec le Rwanda et l'Ouganda et le Burundi qui sont responsables de massacres de millions de Congolais. C'est lui qui a instauré l'état de droit et a permis à ce que M. John Numbi, qui est le général, d'être suivi par la justice. Après tout ce qui se passe, après tout ce qui se dit dans la toile et le gouvernement où l'armée congolaise a pu découvrir certaines choses qui accusent M. Numbi de beaucoup de choses. Donc si c'est vraiment ça la définition d'un état de droit, alors laissez-moi aller dormir en paix. Laissez-moi aller dormir. Ce n'est pas ça du tout la définition d'un état de droit. Nous savons que M. Tshilombo est en train d'utiliser la justice, l'instrumentaliser pour ses propres fins, nous le savons. Mais le dossier Numbi ne commence pas aujourd'hui. Vous savez que moi je suis parmi les gens qui pensent qu'il faut qu'on puisse établir les responsabilités par rapport à l'assassinat odieux de Chebeya et Bazana, parce qu'on semble oublier souvent Bazana. Il faut aussi qu'on établisse de responsabilités dans le massacre de Kamwena Sapou. Il faut qu'on établisse de responsabilités en rapport avec le charnier de Maluku. Il faut qu'on rétablisse de responsabilités par rapport à l'assassinat odieux de FAO, un militant de notre parti qui a été abattu par la police de M. Tshilombo à Goma. Il faut qu'on établisse de responsabilités par rapport au massacre qui se passe à l'est du pays. Mais vous allez le faire avec cette justice? Je ne pense pas, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est même pas un souci pour M. Tshilombo, parce que, plus grave, madame, vous ne pouvez pas aller signer des accords commerciaux avec les gens qui sont reconnus par un rapport fiable des experts des Nations Unies comme étant responsables de massacre de votre population. C'est inconcevable. Et donc, je pense que nous avons besoin justement d'une réforme de la justice. Il faut que nous ayons une justice qui va travailler pour essayer, de faire en sorte que tout le monde soit égal devant la loi. Pensez-vous qu'il est nécessaire de revoir l'armée congolaise ? Cette armée doit être réformée. Il faut une réforme de l'armée, madame, parce que vous savez que depuis longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette armée est infiltrée des étrangers. Et cette armée est infiltrée des généraux commerçants, des généraux qui ne sont plus à mesure de pouvoir faire en sorte que l'intégrité du territoire soit protégée. Ils sont plus dans le trafic de minerais. Et il y a même certains généraux étrangers dans l'armée qui répondent directement aux ordres de pays voisins. Et donc cette armée a besoin d'être reformée des fautes en comble. Madame, moi je l'ai toujours dit, et la Mouka nous l'avons toujours dit, les jours où nous aurons une armée véritablement nationale, le Rwanda, le Burundi et les autres pays ne peuvent pas faire tout ce qu'ils sont en train de faire sur nos territoires. Ils ne pourront pas. Rappelez-vous à l'époque où nous avions une armée ici, les forces armées zaïroises à l'époque, cette armée était sollicitée à travers l'Afrique et même dans les Nations Unies, dans les missions de paix à travers le monde. Donc nous pouvons mettre en place une armée véritablement nationale, composée de militaires congolais qui sont nombreux, de filles et fils de ce pays qui sont prêts à servir le drapeau, et des généraux, des officiers de haut rang qui aiment le Congo et qui donnent leur vie pour le Congo. Il y en a. Lorsque nous aurons cette armée-là, vous allez voir, toutes ces comédies-là de Béni, de Nord Kivu, ça va s'arrêter. Parce qu'aucun Congolais
qui aime ses frères, qui aime ce pays, ne peut permettre à ce que le rebelle d'un pays voisin, qui n'ont jamais tiré même une seule balle au Rwanda, puisse venir massacrer de villages entiers sur notre territoire. C'est inconcevable, madame. Donc, la réforme de l'armée est un impératif. Malheureusement, cette réforme ne peut pas être engagée avec un pouvoir illégitime. Voilà pourquoi notre combat aujourd'hui, c'est mettre en place un pouvoir légitime, des institutions légitimes qui vont s'occuper de ce problème, notamment réforme de l'armée, réforme de la police, réforme du secteur minier, réforme sur le secteur éducatif, dans tous les domaines de la vie, pour que le Congo réoccupe sa place d'antan. Donc, on peut aussi résilier ces contrats signés avec le Rwandais, le Burundais et les autres. On peut aussi résilier parce que ça fait couler beaucoup d'encre. Jusque-là, les habitants de l'Est, qui sont nos frères et sœurs, nos mamans, nos pères aussi, sont toujours battus. Non, madame, tout de suite après, vous avez un pouvoir responsable légitime, tout de suite après, on revoit ce contrat. Parce que nous comprenons ce qui se passe. Parce que vous ne pouvez pas décréter un état de siège et puis aller là-bas signer les accords avec le pays qui sont reconnus comme étant responsables dans ce qui se passe. Vous avez suivi le président burundais. Vous avez suivi l'actuel président burundais qui avait indexé le Rwanda pour dire que tous les ADF qu'on voit là-bas qui massacrent les gens au Congo sont formés au Rwanda, équipés au Rwanda. Il l'a dit sur le plateau d'une chaîne internationale, pour ne pas la citer. C'est connu de tous, madame. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un leadership faible qui est en train de brader les richesses de notre pays. Il faut à tout prix arrêter cette hémorragie, sinon le pays va partir. Et nous allons nous mettre debout pour dire le Congo nous appartient, nous avons le devoir sacré de le protéger. Donc le 15 septembre, on pense vraiment que les Congolais seront mobilisés ou seront aptes pour répondre à l'appel de votre marche. Les Congolais sont déjà mobilisés. L'itinéraire, la marche, il faut dire que la marche, elle est nationale. Dans de grandes villes du pays, les gens seront dans la rue. Mais pour ce qui est de Kinshasa, nous allons commencer à Massina, quartier 3. Nous allons longer le boulevard Lumumba jusqu'au Palais du Peuple. Nous serons là pour dire, nous ne voulons pas du glissement en 2023. Nous ne voulons pas, d'une CENI politisée. Et nous, n'accepterons pas la fraude électorale en 2023. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un mot pour, étant africains aussi, un mot pour la situation qui se passe au Guinée, dont le président Alpha Condé qui a été, kidnappé, ou un coup d'État qui s'est préparé par les putschistes, quelque chose du genre. Un mot pour... Madame, en tant que démocrate, c'est avec pincement au cœur que je vis ça. C'est un recul sur le plan de la démocratie. Un démocrate ne peut pas accepter que la voie d'accès au pouvoir soit les coups d'État. C'est quelque chose pour lequel nous luttons. Notre combat, c'est ça. C'est que le peuple soit celui qui désigne ses dirigeants. Ça, c'est quelque chose qui choque. Mais en même temps, nous comprenons, madame. Nous comprenons parce que le dirigeant africain doit être interpellé. Lorsque vous êtes au pouvoir, il ne faut pas usurper le pouvoir divin de Dieu. Vous ne devenez pas propriétaire de votre pays et de ceux qui y habitent. Vous êtes un serviteur du peuple, vous devez mettre en place des politiques publiques pour résoudre les problèmes qui se passent au pays. Et donc, c'est une interpellation pour les dirigeants africains de comprendre que lorsque vous êtes aux affaires, vous avez le devoir d'apporter des solutions aux problèmes de votre peuple. Et sinon, ça va créer de frustration, sinon ça va créer de l'instabilité. Et c'est ce qui est arrivé en Guinée. C'est dommage, mais moi personnellement, je me dis qu'aussi longtemps que les dirigeants africains continueront à faire en sorte que les frustrations grandissent et que les gens mettent en cause tout ce qu'ils sont en train de faire, la façon de diriger le pays, d'instaurer une sorte de monarchie, d'oligarchie, au détriment de la population, de la majorité de la population, nous continuerons à vivre ce genre de choses. Regardez le pays de vieille démocratie, même en Afrique ici. Moi, je prends toujours l'exemple du Ghana. Regardez le Ghana, les élections se passent régulièrement. On ne touche pas à comme on veut la Constitution parce que ce qui se passe dans la plupart de nos pays, c'est que ceux qui arrivent au pouvoir s'étaient une Constitution sur mesure pour se sentir un peu plus à l'aise dans leur pouvoir. Ils créent de l'instabilité et puis après, voilà ce qui arrive. Mais regardez le Ghana. On organise les élections dans le délai constitutionnel, on respecte la Constitution, on respecte la vérité des urnes. Vous avez une stabilité des institutions et vous avez un pays qui aujourd'hui
a des discussions sur des politiques publiques. Nous, au Congo, nous sommes en train de discuter sur la neutralité de la CENI, sur les gens qui doivent être nommés, alors que dans d'autres pays, on est en train de discuter sur de grands projets qui devraient booster le pays. C'est dommage. Donc, je pense que ce qui s'est passé en Guinée, bien qu'on condamne la prise de pouvoir par la force, mais on doit interpeller les dirigeants africains pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas des demi-dieux. Ils sont là pour servir le peuple et non pour se servir. Merci Papa Adrien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Si vous pourrez promettre votre numéro à ceux qui voudront vous joindre pour continuer la discussion. Merci pour l'invitation, je crois que c'était la première fois, je pense que ça ne serait pas la dernière fois. Pour les gens qui veulent continuer la discussion en aparté, mon numéro c'est plus 243 90 288 93 71. Donc je donne comme le belge disent plus 243 90 288 93 71. Nous voici arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je dis alors merci à Papa Adrien qui a répondu présent à notre appel et merci à tous ceux qui nous ont assistés à cette émission. Je vois là Madame Grace et tous ceux qui sont présents. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Restez toujours branchés sur Amadja TV et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci, au revoir. Suivez Amadja TV. Amadja TV est une chaîne d'actualité générale. Vous aurez sur Amadja TV politique, économie, société, philanthropie, culture. Soyez branchés, c'est une chaîne de haut niveau pour vous informer de la manière très respectueuse et en suivant les normes journalistiques. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Amadja TV.